Bonjour et bienvenue dans nos chroniques sur l'élevage des poules africaines. Nous vous avons promis une série de 10 vidéos, une série de 10 épisodes au cours desquels nous irons à la rencontre de nos différents éleveurs pour vous présenter ces choses extraordinaires qu'ils font au quotidien avec ces poules et ces coqs. Donc aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de monsieur Joël Bombok. Il va nous présenter son élevage. Il va partager avec nous son parcours depuis 4 mois qu'il s'est lancé dans l'élevage des poules africaines. Donc, bonsoir, monsieur Joël Bombok. Bonsoir, maestro. Très heureux de te recevoir chez nous. Chez toi, en fait. Le plaisir est partagé parce que, comme on se disait tout à l'heure, ça fait à peine 4 mois. Ouais, 4 mois jour pour jour. Oui. Nous sommes non, mais vous avez fait la formation en... Oui, je crois que j'ai fait une formation de 2 semaines. Moi. Oui, mais c'était il y a combien de mois? La formation, c'était au mois de janvier-février. Ah, d'accord. Parce qu'on va se lancer vers fin février. Oui, oui. Ouais. Donc, ça fait à peu près 5 mois qu'on s'est rencontrés avec monsieur Joël Bombok à une de nos conférences. Donc, il s'est lancé immédiatement dans cet élevage et il va partager avec nous ce qu'il fait au quotidien, comment ça se passe, c'est quoi ses difficultés, qu'est-ce qu'il en pense. Et c'est vraiment un interview vraiment avec des mots francs et toute la vérité possible. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est votre effectif? Vous avez combien de sujets? Ben, actuellement, je crois que je culmine entre 150 et 170 sujets avec un minimum de 100 poules, hein, je crois. 100 poules? Ouais. D'accord. Donc, on peut déjà remarquer que vous avez beaucoup plus de poules que de coqs. Oui, plus de poules et ça, c'est tout à ma joie, il faut le dire. Parce que c'est à partir des poules que nous avons des pontes et autres. Des œufs fertiles. Et c'est ça la cible, c'est ça l'objectif principal. Voilà. Donc là, on peut observer que les poules sont déjà en cage. Ça fait combien de temps que vous les avez mis en cage? Est-ce que vous avez commencé au sol? Comment ça s'est passé? Nous avons commencé effectivement au sol. Il faut dire que naturellement, nous avons commencé avec les poules saines d'un jour. Et il faut peut-être parler un peu pour aider ceux qui vont nous suivre, qui vont emboîter le pas, des petites difficultés que l'on rencontre. Nous avons commencé au sol. Nous avons travaillé avec le chauffage, mais nous l'avons fait au bois, un peu de façon archaïque, bois en poule. Hein. Nous avons mixé avec le bois de chauffage et des lampes de chauffage. Oui, des lampes, des ampoules de 100 watts, jaunes là. Et là, nous avons eu quelques difficultés au départ, naturellement des difficultés d'apprentissage. Et nous avons aussi, comme j'aime souvent le dire, eu pour un adversaire redoutable, à savoir les souris. Et ça, je voudrais dire que c'est parce que quelque part, on n'a pas respecté méticuleusement les conseils du maestro. Parce que si on avait fait ce chauffage dans les caisses de moto là, on aurait un peu plus réussi que ça. Donc voilà, il y a par exemple ces obstacles là que vous pouvez rencontrer. Et si vous ne faites pas aussi bien le chauffage, donc moi je conseillerais au passage déjà le chauffage dans des caisses de moto. Voilà, les poussinières, dans des caisses de moto que vous pourrez trouver à 1500 maxi à la briqueterie. Et là, vous pouvez placer vos ampoules. C'est plus facile comme ça. Alors pour répondre, on a commencé au sol, mais arrivé à 4 mois parce que nos poulets, nos sujets ont 4 mois jour pour jour. Nous avons donc choisi de les mettre en cage, dans des box comme vous pouvez voir là, parce que nous avons estimé que la dépense en énergie serait réduite et là, ils pourraient rapidement prendre la masse. Donc voilà. D'accord. On rappelle aussi que le passage du sol vers les cages, ce sera également pour faciliter la production des œufs. Bien sûr, bien entendu. Voilà, et d'autres choses qu'on pourra voir. Et même aussi éviter les maladies, parce que là, les poulets ne seront plus forcément en contact avec le sol, pas en contact avec tout le monde. Le milieu est un peu réduit et on peut mieux contrôler. Et même également la transmission des pathogènes entre les poules. Très bien. Étant donné qu'elles sont cloisonnées. Ça évite. Et très facilement, vous pouvez remarquer, parce que quand elles sont là, même le sol est lent, c'est pas très évident parfois de remarquer qu'il y a une qui ne va pas bien et qu'il faut prendre à l'écart pour traiter. Mais là, dans des cloisons, c'est très facilement repérable avec l'éclairage aussi. Donc, ça a beaucoup d'avantages que de les mettre en cage litière, quoi. Oui, bien sûr. Oui. On a parlé de l'avantage sur les agents pathogènes, oui, et même la gestion. La gestion, oui. Parce qu'en réalité, les cages doivent être numérotées. C'est ce qu'il faut, voilà. Parce qu'avec la vidéo précédente chez M. Fosso, c'est l'une des remarques qu'on a eu à faire en expliquant que parfois, vous allez avoir des éleveurs qui se plaignent de la baisse de la pente. Mais la baisse de la pente ne peut pas être chez tous les sujets.
Ce sera Ouais, c'est certainement sûr, bien dans entendu. une famille, dans un box, dans un autre. Et au moment de ramasser, vous allez vous rendre compte que ici, on a pris moins d'œufs que d'habitude. C'est pourquoi il faut faire des repérages. Exact. C'est Ouais. pour ça que c'est important de faire des repérages. Donc, on va essayer d'aller de façon chronologique. Lorsque vous avez fait votre démarrage, quand vous avez reçu vos poussins, comment est-ce que vous avez fait l'alimentation? Parlez-nous un peu de l'alimentation. Bien, nous avons essayé d'appliquer les conseils qui nous ont été donnés en conférence. Et sur le plan de l'alimentation, nous avons commencé avec l'aliment de démarrage, naturellement, sur 1 mois et demi. Sur 1 mois et demi. Et après les 1 mois et demi, nous sommes passés à l'aliment croissance. Et nous sommes encore à cette phase d'aliment croissance. Et il faut dire que rendu à ce niveau, nous avions quelques difficultés pour savoir est-ce qu'il fallait continuer exclusivement avec la pharmacopée dans le traitement de nos sujets. Dieu merci, le promoteur étant parti pour d'autres responsabilités, était revenu, était du retour. Et là, nous avons découvert que on pouvait commencer à mettre petit à petit la pharmacopée de côté, ce qui allait, n'est-ce pas, minimiser aussi les coûts. Les coûts, ouais. C'est pourquoi nous avons commencé à utiliser des choses comme le vinaigre de cidre, hein, que nous utilisons sur 3 jours. Voilà, par exemple, que nous utilisons sur 3 jours dans un mois. Et les feuilles de ndolé aussi, que nous utilisons sur 3 jours dans un mois. Et parfois les feuilles de moringa, voilà, que nous utilisons aussi. Ça vous permet, n'est-ce pas, d'éviter d'acheter des antibiotiques qui sont très, très coûteux. Et qui ont même également un impact sur la santé humaine. Voilà. On en parlait encore. Donc, avec le traitement naturel, non seulement c'est moins coûteux, mais c'est aussi plus efficace et ça protège aussi nos consommateurs. Donc, vraiment, c'est la meilleure chose à faire. D'accord. Et concernant les pertes, comment ça s'est passé? Vous avez eu combien de sujets au départ? Vous vous retrouvez avec combien de sujets? Les mortalités étaient principalement causées par quoi? Est-ce que vous pouvez proposer ou tirer des conclusions pour les éleveurs qui vont nous suivre? Comment ça s'est passé? Il faut dire que naturellement, comme dans tout projet, hein, et moi je n'aime pas souvent trop appeler ça des pertes, mais j'appelle ça l'acquisition de l'expérience parce que si vous n'avez pas d'échec, vous n'allez pas apprendre. Et je profite avant d'aller plus loin pour dire à tous ceux qui veulent se lancer dans ce projet, ne jamais se laisser décourager. J'ai mon petit slogan, un vainqueur n'abandonne jamais et un lâche ne gagne jamais. Bien des pertes, nous en avons eu. Mais je voudrais dire que la grâce que j'ai eue, malgré le fait qu'il y a eu des pertes, c'est que ces pertes n'ont pas été trop causées par des maladies autres. Il y en a eu certes, mais c'était par cet ennemi redoutable que j'ai appelé la souris. Il faut faire très attention avec les souris, parce que les souris les bouffent comme si elles bouffaient du maïs. Alors, premièrement, mais ça c'est un certain âge, quand on est encore à la fin des démarrages, les 3 ou 4 premières semaines. Après ça, les sujets ont bien un certain âge pour se défendre. Ça peut aller comme ça. Maintenant, il faut aussi observer généralement les excréments de vos sujets. Et vous pouvez comprendre si ça vire au marron, vous savez qu'il faut commencer à utiliser des antibiotiques. Si c'est trop blanc là aussi et trop gluant, vous savez qu'il faut passer à la phase des antibiotiques. Donc voilà des choses, la souris et les diarrhées qui peuvent être marron ou blanches. Voilà les différentes choses qui peuvent occasionner des pertes. Et il faut aussi l'aération. Une bonne ventilation. Une bonne ventilation parce que ça aussi, le manque de ventilation peut aussi attirer des pertes. Je pense que si vous suivez ces 4 facteurs-là et si vous les assimilez, vous pouvez réduire n'est-ce pas, le taux de mortalité dans votre ferme. Voilà. Très bien. Donc, après cette partie des mortalités, moi, j'avais une question particulière qui me tenait vraiment à cœur. Hein? Dans cette activité, dans cet élevage, qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait? Ben, moi, je crois que c'est une question particulière. Il faut dire que, à la base, j'aime les animaux déjà, parce que je voudrais aussi dire, ne vous lancez pas dans ce projet simplement à des fins commerciales. Aimez ce que vous faites. Vous devez aimer ces gens-là. Les prendre comme des membres de famille. Parce que si vous les prenez comme des membres de votre famille à part entière, ouais, vous allez bien vous en occuper. Si vous faites cela au passage, parce que vous leur dites, je pense pas que ça va trop marcher. Maintenant, la vérité, c'est que la cible, l'objectif pour moi, c'est la phase de la ponte. C'est une phase que j'appelle de tous mes voeux d'ici 1 mois et demi à 2 mois. Voilà ce qui, moi, me passionne.
C'est quand je vais atteindre cette phase de ponte que je vais commencer à avoir des œufs. Écoutez, vraiment, là, je vais dire, youpi, j'ai atteint l'objectif. Alors, c'est pourquoi nous essayons de maximiser, de tout faire pour bien entretenir nos sujets, surtout nos poules. Pourquoi pas les coques? Parce qu'il n'y a pas de fertilité sans les coques. Donc, il faut bien les entretenir. Mais, Massi, mon objectif, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que la réponse sera très, très personnelle. C'est la phase de la ponte. Donc, je rappelle que ce sera dans à peu près 1,5 à 2 mois. Oui, 1,5 à 2 mois. On reviendra ici pour faire une vidéo. J'aurai hâte de vous recevoir parce que je suis sûr que je vais réussir. Nous aussi, on espère bien pour voir le moment tant attendu de la ponte, de voir quel est votre niveau de production et quels sont vos résultats. Après, je pense qu'à ce niveau, c'est là où la plupart des éleveurs vont pêcher. Parce que on a toujours ce problème, le problème de suivi, le problème de gestion. Parce que la partie la plus importante, d'après moi, mais que les éleveurs négligent, c'est le suivi. Donc les éleveurs vont être méticuleux sur les traitements, sur les maladies, sur l'alimentation. Tout ce qui est technique, ça va. Mais est-ce que vous avez un bon registre de suivi de vos poules? Oui et non, parce que, pour être honnête, après, il m'arrive de prendre quelques notes, mais aussi, parfois, ça peut nous échapper. Donc, voilà. Maintenant, à quel niveau se situe l'exigence dans le suivi? Je ne sais pas trop ce que Maestro. Si, c'est bien sûr. Si vous êtes... après, le plus important, c'est vrai qu'on fait l'activité parce qu'on aime, parce qu'on est passionné, mais le plus important sera de pouvoir calculer quel est votre seuil de rentabilité. Oui. Voilà. Et les éléments qu'il vous faudra, c'est la consommation. Combien de sacs d'aliments ils ont consommé depuis dans la croissance, dans le démarrage, voilà, avec les différents prix. Et en consommant cet aliment, qu'est-ce qu'il vous donne en tant que produit? Voilà. Donc, il faut faire le rapport entre la consommation et la production. C'est vrai que je fais partie de ceux qui ont été un peu négligents sur ce point. Pour les prochaines vagues, on va corriger. C'est un peu comme ça les débuts. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut une deuxième vague après 4 mois. Et je suis sûr que sur cette vague-là, la plupart des éleveurs s'améliorent. Oui, je veux dire que c'est très important pour qu'il y ait un cycle. Parce qu'après 4 mois, il faut bien, et je m'apprête à me ravitailler encore dans ce sens-là pour essayer de pérenniser, n'est-ce pas, ma ponte. Parce que, comme on nous l'a dit dans nos formations, il faut dire que je crois que les pontes vont se faire sur 6 mois et puis on va commencer à observer comme une déclinaison. Alors, s'il y a une relève, comme en toute chose, n'allez jamais sans relève. Donc voilà, après 4 mois, je crois que rendu à 4 mois jour pour jour avec nos sujets, nous sommes en train de nous préparer pour faire de nouvelles acquisitions de poussins pour pouvoir pérenniser les pontes et autres. Donc exactement, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que lorsque vous avez une bande de poules, lorsqu'elles ont 4 mois, l'idéal serait de prendre une deuxième bande pour qu'il y ait effectivement 4 mois d'écart entre les deux bandes. Ceci pour vous permettre d'avoir une pérennisation de la ponte. Parce que la première bande, lorsqu'elle aura par exemple 10 mois d'âge, vous aurez la deuxième bande qui va entrer en ponte. Elle aura 6 mois. Ça fait 4 mois d'écart, effectivement, n'est-ce pas? Ce qui fait en sorte que si, on ne sait jamais, la première bande a une baisse de ponte, vous pouvez vous séparer de ces poules-là, comme des poules à réforme pour la consommation de leur viande, mais vous aurez toujours une deuxième bande qui sera en production. Parce que vous ne devez jamais être en rupture de production. Parce qu'on a quand même attendu 6 mois là, pour qu'elles entrent en ponte. Il ne faudrait pas qu'après cette bande, on attende encore 6 mois pour avoir une deuxième bande, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce serait vraiment dommage. Donc, cette partie sur le suivi est super importante. Vous devez toujours avoir une fiche de suivi dans laquelle vous allez mettre la consommation alimentaire journalière, la consommation même parfois d'eau, c'est des paramètres qui sont importants. Une colonne pour mentionner les différents traitements que vous avez à donner. Si vous avez donné un produit, de la vitamine, un antibiotique, il faudrait mentionner, n'est-ce pas, les mortalités. Parce que vous avez parfois des éleveurs qui n'arrivent même pas à faire le vrai décompte. J'avais 300 sujets au début. Si chaque fois qu'il y a une mortalité, vous mentionnez 2 ou 3, moins 2, moins 3, à la fin du mois ou du cycle, vous pourrez effectivement retracer et faire la soustraction pour calculer justement le taux de mortalité ou même encore pour analyser, parce que c'est des informations qui méritent une bonne analyse. Si vous voyez que le taux de mortalité était normal, disons pendant la période de démarrage et en croissance, et que subitement vous commencez à avoir plus de mortalité, vous devez vous alerter.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a certainement un problème ou une épidémie qui est en chemin. Donc, cette fiche de suivi est super importante. Et lorsque vous serez en ponte, c'est l'élément qui vous permettra de calculer combien est-ce que vous gagnez chaque semaine. La rentabilité, Oui, quoi. parce qu'il faudra justement voir combien de kilogrammes d'aliments ils ont consommé en une semaine et combien d'œufs elles vous ont donné en une semaine. C'est ces deux informations qui vous permettront de calculer la marge de votre bénéfice, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres petites charges qui vont entrer en compte, comme la main-d'œuvre, l'électricité, l'eau et tout. Mais la grosse charge revient au niveau de l'alimentation. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on sait quand même qu'à 6 mois, elles ont une consommation d'à peu près 120 grammes par poule par jour. Donc, avec ça, vous pouvez quand même savoir comment vous allez les nourrir, quoi. Voilà. Donc, la suite, c'est vraiment les recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont intéressées par cet élevage? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Est-ce que vous avez des choses à leur dire? Bon, je suis un homme de nature très positif et moi, j'encouragerais tous ceux qui veulent bien se lancer à le faire. Moi, pour ma part, tel que je vois l'allure de ma courbe, c'est un projet porteur. C'est un projet porteur parce qu'il faut dire, hein, maestro, que j'ai eu à faire dans les poulets de chair. Ah, d'accord. J'ai eu à faire dans les poulets de chair et bien que je ne sois pas un expert, je ne peux pas avoir la prétention d'être un expert, je trouve cet élevage des poulets africains, poulets Brahma, appelez ça comme vous voulez, plus avantageux hein, que... Est-ce qu'on peut avoir un ou deux avantages clairs? Ils sont plus résistants. D'accord. Déjà, ils sont plus résistants, primo. Second, ils consomment moins. Oui. Ils consomment moins. C'est vrai que la charge financière... La charge financière n'est pas comme celle-là. Vous aurez l'impression au départ que non, avec les poulets de chair, c'est 45 jours et après, mais à la fin de l'histoire, on a eu à faire des études là-dessus. Bien sûr. Dans nos séminaires, vous vous rendez bien compte que vous gagnerez à passer par ici. Parce que quand vous arrivez même à vendre cela, même pour la consommation de viande, vous connaissez le prix, non? Quand vous arrivez au marché pour un poulet du village, appelons ça comme ça, vous savez ce que ça coûte. Vous savez ce que ça vous coûte en neuf même. Alors vous comprenez que ici, vous allez facilement rentabiliser. Et puis, ils sont très solides par rapport au poulet de chair. Donc voilà les deux avantages majeurs. Ce que je voudrais peut-être rajouter, ou bien le point sur lequel je voudrais bien qu'on échange un peu, c'est que les gens vont vous dire de prime abord que l'élevage de poulet de chair, c'est un cycle qui est court. C'est entre guillemets. Parce que la croissance des poulets de chair est vraiment rapide. À 38 jours, vous pouvez avoir des sujets qui ont déjà 2 kilos et tout. Mais il y a un problème. C'est que après les 38 jours, même si vous commencez à vendre les premiers sujets, vous allez avoir toujours des sujets un peu plus petits. Vous allez traîner parfois jusqu'à 45, 50 jours pour évacuer totalement votre ferme. Après, vous avez 2 semaines de vide sanitaire minimum à observer. Ça fait que si on est allé sur 45 jours d'élevage, plus 2 semaines de vide sanitaire, on est déjà à 2 mois. Oui, bien sûr. Maintenant, le deuxième problème, c'est que au-delà de ces 2 mois, il faudrait être sûr de recevoir des poussins d'un jour directement après ces 2 mois. Parce que si, et c'est généralement ce qui arrive, parfois ça prend 2 semaines, 3 semaines, parfois même plus, parfois 1 mois, 2 mois pour avoir des poussins, ce qui fait en sorte que vous faites une bonne période sans avoir d'entrée. Et ça, c'est un problème. Voilà. Ce qui fait en sorte qu'en 4 mois, vous avez de la peine à faire 2 bandes. À faire 2 bandes. Voilà. Et d'une part, c'est rarement faisable d'ailleurs. C'est rarement faisable, mais d'autre part, il faut également mentionner l'effort humain ou l'effort qui est 2 fois plus. Parce qu'en 4 mois, vous faites 2 démarrages. Et on sait très bien que c'est le démarrage, la période un peu la plus stressante. Il faut être présent pour observer les poussins et tout. Et ça fait quand même 2 fois plus de travail. Alors qu'ici, tu peux faire un démarrage tous les 10 mois. Oui, bien sûr. Voilà. Et dès qu'elle commence à produire des œufs, franchement, c'est tranquille. Et si déjà les gens trouvent que l'élevage des poules pondeuses est rentable, bah ça au moins c'est 2 fois plus rentable que l'élevage des poules pondeuses. Parce que l'œuf de table, qui n'est pas un œuf fécondé, se vend à peu près entre 75 francs et 100 francs CFA dans les surfaces, quoi, dans les boutiques et tout. Alors que ces œufs-là, vous ne pouvez pas les vendre à moins de 200 francs l'unité. Impossible. Et il y en a même, vous achetez parfois, c'est 400. Hein? Oui. Parfois, c'est 300, 400 francs. Bien, donc, je pense que c'est quand même quelques avantages qu'on peut mettre en avant de cet élevage des poules africaines comparé à l'élevage des poulets de chair. Donc, je pense qu'on a appris plein de choses. Ce que je veux chuter, c'est le point sur lequel je veux chuter, c'est qu'en fait, on a observé que vous avez fait vos cages de façon très économique
avec un matériau vraiment spécial. J'aimerais que vous fassiez quand même 2-3 commentaires sur ces cages. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi ce modèle de cage? Voilà. Ben, moi, je commencerai par rendre hommage au maestro. Hein. C'est sans complaisance ni flatterie, c'est simplement la réalité. Qui a un souci pour nous, ces étudiants? Il a répété à maintes reprises, je ne veux pas trop de dépenses, minimiser les investissements. Voilà. Alors, c'est une sorte de recherche opérationnelle, maximiser les profits en minimisant les coûts. Alors, il nous a donné, n'est-ce pas, un chemin, c'est-à-dire trouver les caisses de moto. Je l'ai dit à l'entame de notre entretien, vous allez à la briqueterie, une caisse, je crois, ça a 6 faces, si je me trompe, et c'est très facile. Vous voyez, j'ai dépensé 15 000 pour 10 caisses, et ça a pu me faire 21 cases. Voyez-vous, c'est... Alors, si j'étais parti pour acheter des planches, des lattes et tout, pour imaginer, pour faire 21 box, ce que ça aurait pu coûter. Donc, voilà, nous avons utilisé donc les caisses, simplement, les caisses de moto, avec des lamelles. Vous allez dans les menuiseries, hein, des chutes de bois là, après que les bois soient passés en machine, vous ramassez cela, on va vous vendre en stock à 2 000, 3 000 par là, et très facilement, un box me revient à moins de 3 000. Maximum 3 000, sinon moins. J'ai essayé d'évaluer, vous voyez que c'est vraiment très rentable. C'est super. C'est super. C'est super. Voilà. Il faut me prendre environ 8 poulets, 8 sujets, parce que j'ai mis un mâle et 6 femelles pratiquement, 6 à 7 femelles. Oui. Après, vous avez mesuré quand même, c'est quoi la superficie pour un mâle et 6 femelles? Bon, je n'ai pas mesuré, mais c'est assez spacieux. Vous pouvez voir, avec la caméra, vous pouvez voir que c'est assez spacieux, par exemple là. Vous voyez qu'ils sont très à l'aise là-dedans. C'est assez spacieux. Là, c'est 6 femelles. Un box, oui. Un box va de là, c'est plus de mètre. Oui. Bon, c'est quand même vrai qu'on pourrait peut-être avoir des difficultés dans 2 mois parce qu'elles vont prendre un peu de volume. Sûr. Nous comptons, n'est-ce pas, élargir. Nous comptons parce que pour moi, dans 2 mois, il faudra justement diminuer. Pour nous, j'ai un mâle et 5 femelles. D'accord. Box. On va revenir à ça. Mais là, vous voyez, et même à ce moment-là, même quand ils auront pris du volume, ils seront très, très à l'aise. Vous voyez, c'est bien aéré. Aussi, n'oubliez pas ce détail, il est très important. D'avoir une bonne aération, oui. La bonne aération, comme vous voyez là, c'est très bien aéré, c'est très important aussi pour la pente.